Salut les amis, bienvenue dans Pif Paf Poum, l'émission délirante de la bande dessinée. On vous présente les BD qu'on aime tout en s'amusant. Au sommaire, il faut sauver Hitler, Ulysse 1781, Tocqueville, Manifeste Destiny et la rubrique OK en fin d'émission. Énorme que ce Il faut sauver Hitler de Jean-Christophe Thibert d'après des personnages créés par Didier Convar dans le déjà très remarqué Théorie du chaos chez Glénat. Ne cherchez aucune accointance dans le titre avec un quelconque sauvetage de soldat Ryan ou autre Willy. Ne voyez pas non plus une bluette idyllique dans le clin d'œil de la couverture à vacances romaines. Non, ici c'est le délire total, un peu comme si, je sais pas, je demandais à Guntart de faire parler une marmotte en bavarois. Dis bonjour à Monsieur Sweetie. Bonjour, comique. Chou. C'est ça, voilà. Comédie d'espionnage spectaculaire totalement culte entre OSS 117 pour la déconne et Blake et Mortimer pour le style ligne claire. Voici le colonel Kaplan et Nathan Masson et Watanabe Sensei, sorte de cateau déjanté que n'aurait pas renié l'inspecteur Clouseau dans une course-poursuite entre Rome et Venise avec un vrai faux Adolf Hitler, le KGB, la CIA et un groupe de nazis grimés en fanfare bavaroise. Ça se déguise en allant faire un casse à Cinecittà et ça déglingue le décor au bazooka. Au point de faire passer l'œuvre intégrale de Jason Statham pour le remake moldave des Fraises sauvages d'Ingmar Bergman. Ne boudez pas votre plaisir, on tient là du lourd. Sortie du tome 2 de Ulysse 1781 de Xavier Dorisson et Eric Erengel chez Delcourt. 1781 Yorktown. Fin de la guerre d'indépendance américaine avec la défaite des Anglais. Le capitaine écossais Ulysse McKendricks est contraint de retourner chez lui à New Ithaca, où sa femme Penn est retenue en otage par une compagnie d'infanterie anglaise. Ça vous rappelle quelque chose ? Normal. C'est l'adaptation de l'Odyssée d'Homère dans les colonies d'Amérique, très à la mode en ce moment. Bon, on va pas se cacher que la transposition la plus notable pour toute une génération reste celle faite dans l'espace avec un certain Ulysse 31 et son ami Nono, le petit robot. Le petit robot, Oui, voilà, c'est ça. Voilà, 31. C'est donc le nombre de grammes que le nono intermittent s'est mis dans la gueule. Bref, sur le chemin du retour, notre Ulysse 1781 va devoir faire face aux Iroquois et aux Wendigo, l'esprit indien qui n'est autre que le cyclope du récit d'Homère. Si vous aimez l'original et que vous adorez les ambiances type Long John Silver, du même Dorisson d'ailleurs, c'est pour vous. Subtilement mise en page avec une esthétique de film de genre à la Pathfinder, on tient là de la bonne BD d'aventure. Colonie d'Amérique encore, voici Tocqueville vers un nouveau monde, une très chouette BD parue chez Casterman de Kevin Bazot. Adaptation libre et sérieuse du récit de jeunesse d'Alexis de Tocqueville, 15 jours dans le désert, cette BD raconte le voyage initiatique entrepris durant l'été 1831 par l'auteur du célèbre essai de la démocratie en Amérique, devenu par la suite un homme politique, philosophe et historien français de premier plan. Tocqueville et Gustave de Beaumont, magistrats, furent envoyés par le gouvernement français pour enquêter sur le système carcéral américain. À la fin de leur séjour, ils s'aventurent sur la frontière à la recherche des derniers Indiens qui y vivent en harmonie. La quintessence du récit d'aventure romantique déborde de chaque case pour nous faire regretter de ne pas avoir été à la place de ces deux protagonistes pour découvrir de nos yeux le monde vierge des origines. Grâce à son récit et à ses dessins, Kevin Bazot contribue à nous offrir un peu de ce songe terriblement apaisant et triste à la fois. La fin d'un monde fantasmé s'ouvre à nous, le début du nôtre est en marche. Ah, ça calme, hein, Tocqueville, on est dans du pointu, là. C'est pas comme si on demandait à Guntart de chanter Bésame mucho avec des maracas. Non, 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 j'ai rien dit. Bésame. Bésame mucho. C'est ça. Autre version de la découverte de l'Amérique, enfin, avec cette fois-ci, chez Delcourt, Manifeste Destiny de Chris Dinges et Matthew Roberts. Qualifié de western historico-horrifique par l'éditeur, on y suit les aventures des capitaines Lewis et Clark au début du 19e siècle. L'expédition envoyée dans les territoires inconnus de l'Ouest par le président Jefferson, et qui a réellement eu lieu de 1804 à 1806, va se retrouver ici confronté à des minotaures bisons et un virus transformant les êtres vivants en zombies végétales, autant dire du lourd. Où cela nous mènera-t-il? On espère au plus vite dans un tome 2. Le titre Manifeste Destiny reprend le terme apparu en 1845 dans la presse US pour nommer l'idéologie selon laquelle la nation américaine aurait pour mission divine de répandre la civilisation partout où elle s'étend. On voit bien ici, avec cette suprématie de la nature sur l'homme, les propos modernes sous-tendus dans cette série US fantastique de très bonne facture.
Des minotaures bisons, truc de fou. C'est comme si je demandais à Goon... non, en fait, je vais pas demander. Sans transition, on poursuit avec la rubrique « Ok, on kiffe aussi, yeah !» Attention, ne vous y trompez pas. Le corps à l'ombre de David de Thuin, paru chez Glénat, est loin de ce qu'il laisse paraître de prime abord en couverture. Les aventures de Drazig, sorte de grenouille et de ses potes d'enfance Jean Basilic, sans deck, nom de fou, si tes parents t'ont appelé comme ça, faut les faire exorciser, et Charles, respectivement coq et lapin de leur état, ne versent absolument pas dans le grand guignol, loin de là. Drazig a perdu sa mère durant l'été et la rentrée au lycée ne s'avère pas simple. En plus, dans la petite ville où il habite, une nouvelle série de meurtres s'abat comme 20 ans auparavant, visant des jeunes filles rousses. Drazig se retrouve alors sur la liste des suspects. Si vous passez le cap des personnages zoomorphiques, vous serez alors témoin d'une histoire policière prenante à souhait, entremêlée d'une chronique sociale relatant de l'enfance perdue. Plus proche du bon petit polar français surprise de l'année 2010, Simon Werner a disparu, que des cochons dans l'espace, voici le thriller What the fuck de l'année. C'est une lapalissade que de dire que le rapport de Brodeck, adaptation par Manu Larsenet chez Dargaud du roman de Philippe Claudel, Goncourt des lycéens en 2007, est une réussite. Et ce, tant au niveau du découpage qu'au niveau du dessin. Le clair-obscur des ombres humaines qui composent les plus de 300 pages des 2 tomes est à tomber de précision avec mention spéciale pour la représentation animale, notamment celle des oiseaux. Larsenet confère une approche malichéenne, type la ligne rouge sur la place de l'homme au sein de la nature, à son adaptation évidemment empreinte des thèmes hardcore du roman comme le crime, la lâcheté, la xénophobie ou la déportation. Dans un froid hivernal, aride de sentiments, Brodeck nous égrène son rapport sur un fait divers misérable en alternance avec les bribes de ses souvenirs. Gageons qu'il sera pour nous difficile de l'oublier à la fin de la lecture de ce beau récit édité au format à l'italienne avec fourreau cartonné. Voici le tome 3 de Marina de Matteo et Zidrou chez Dargaud. 1321 et 2014 à Venise. Il y a du Dan Da Vinci Brown dans ce scénario de Zidrou, adepte du grand écart entre l'élève du Cobu, Clifton, et des séries plus adultes comme La Mondaine ou ce Marina, qui met en parallèle dans son récit l'histoire de la fille maudite du Doge au XIVe siècle et la Venise d'aujourd'hui. Le tout sous la menace de 7 prédictions de Dante Alighieri, poète et auteur de la fameuse Divine Comédie, mêlant histoire et fantastique en promettant la destruction de Venise. Ésotérisme et aventure avec des pirates grecs complètent le tableau digne d'un Canaletto, c'est dire si Matteo, le dessinateur vénitien, est au sommet du campanile de son art. Rarement Venise a été aussi bien représentée en BD, et rien que ça vaut déjà le détour. Si ce n'est pas déjà fait, à découvrir d'urgence. Promenade des Canadiens de Carlos Guijarro, chez Stenkiss. Bim dans ta gueule d'Européen. Il y a des livres qui vous distraient, et puis il y a ceux qui vous instruisent et qu'on remercie d'avoir côtoyés après les avoir refermés. Promenade des Canadiens fait partie de cela. C'est le nom d'un chemin magnifique bordant le front de mer à Malaga en Espagne. Une plaque discrète précise la raison de ce nom. Un fait historique totalement méconnu en est la cause. En février 1937, en pleine guerre civile, la population de Malaga, fuyant les franquistes qui s'emparent de la ville avec l'aide de l'armée de Mussolini, se retrouve sur la route de l'Exode en direction d'Almeria. Elle sera massacrée, bombardée délibérément par les airs, pilonnée depuis des navires au large, acculée contre les falaises face à la mer. C'est un des épisodes les plus meurtriers de la guerre d'Espagne, passé plus ou moins sous silence. Le monde entier connaissant plutôt le bombardement de Guernica, se déroulant 2 mois plus tard et rendu célèbre par le tableau de Picasso. Le médecin canadien humaniste Norman Bethune sera un des témoins clés du massacre de Malaga. Ce nom, Promenade des Canadiens, est un hommage de la ville à l'aide humanitaire qu'il a prodiguée. Ce roman graphique s'inscrit dans une démarche salvatrice nécessaire de mémoire sur nos racines européennes, avec une résonance particulièrement symbolique au vu du contexte européen actuel et ses tensions politiques qui mettent en péril son unité. Indispensable. Finissons sur une note plus légère avec Lady Killer de Joel Jones et Jamie S. Rich chez Glénat Comics. Rien à voir avec le Lady Killers, avec Tom Hanks, lui-même remake du formidable Tueur de dames de 1955. 2 filles blondes comme les blés, un job de vendeuse de cosmétiques à domicile, un mari occupé qui rentre tard du travail, Josie Schuller a tout de la mère de famille idéale de l'American Way of Life. Ne vous arrêtez surtout pas aux apparences. Voici une Nikita délicieusement vintage, cousine germaine de Beatrix Kiddo du Kill Bill de Tarantino, ou demi-sœur cachée de Dexter dans une ambiance 50s à la Mad Men. Totalement jouissif. Et voilà, pour cette fois-ci c'est fini. À bientôt pour de nouvelles aventures. Oh,
Chou.